Un bateau fait de papier plié peut-il transporter des personnes sur l'eau? On raconte qu'il suffit de le confectionner suffisamment grand pour qu'il supporte le poids d'une personne. Jacques est quant à lui d'un avis différent. Il pense qu'un bateau en béton est beaucoup plus solide. Celui qui parvient à faire naviguer son bateau avec quelqu'un à bord gagne 1000 $. David prépare des feuilles blanches de différentes tailles pour plier des bateaux en papier. Il teste ensuite leur capacité de charge maximale. Il découvre qu'un bateau 2 fois plus grand supporte un poids 2 fois supérieur. Afin de porter le poids d'un être humain, le bateau en papier doit être aussi grand qu'une personne. David se rend sur l'eau pour tester plein de confiance. Mais le bateau est manifestement encore trop petit. Il décide alors de fabriquer un bateau en papier de 10 mètres de long. Celui-ci devrait peut-être pouvoir porter une personne. Malgré l'usage de très grandes feuilles, le grand bateau ne parvient pas à se tenir droit. Les personnes qui tirent dessus finissent par creuser une large brèche. Son raisonnement n'est pas erroné. Le défaut vient nécessairement du matériau papier. Il remplace donc le papier blanc par du carton épais et prévoit de construire un grand bateau de 6 mètres. Le fond et la charpente sont renforcés avec des lamelles de carton épaisse. Chaque pièce doit être assemblée avec une grande précision. Après une journée entière de travail, la forme générale du bateau est terminée. Il recouvre ensuite la coque de 4 couches de carton. L'étanchéité constitue l'étape la plus importante. Il enduit l'intérieur et l'extérieur du bateau, chaque parcelle de la surface avec de la cire, puis applique une couche supplémentaire de peinture blanche. Le bateau en papier est alors parfaitement achevé. Du côté de Jacques, plus de 450 kg de béton sont préparés. Il réalise 2 moules de coque à l'aide de planches de bois. Il suffit de couler le béton dans l'espace entre les deux structures et d'attendre le séchage total du matériau pour obtenir un petit bateau. Après 2 jours de fabrication, le bateau est enfin prêt pour la mise à l'eau. 5 bénévoles montent sur le bateau en papier de David et ils partent pour la navigation. While I waited for the sun to shine, I was crying on my own. It was all a waste of time. Le bateau flotte avec une grande stabilité. Ils embarquent sur leur chemin un amateur de pêche. 6 personnes naviguent paisiblement sur la surface de l'eau. 30 minutes après leur départ, de l'eau pénètre soudainement sous leurs pieds. Le bateau en papier ne peut plus tenir longtemps sur l'eau. Ils doivent accoster sur une île voisine. Il leur est impossible de poursuivre leur trajet plus loin. Ils se contentent de visiter le paysage de l'île. Qu'en est-il du bateau en béton de Jacques pour sa mise à l'eau? Cette coque coulée d'un seul tenant dans un moule pèse plus de 450 kg à elle seule. Un tel poids peut-il flotter sur l'eau? Lorsqu'un camion le tracte pour le mettre dans l'eau, le bateau parvient pourtant à flotter. Jacques emmène David à l'intérieur de la coque. Ce bateau semble bien plus résistant que celui en papier. David reste toutefois sceptique sur la flottabilité du bateau en béton. Les deux hommes rament doucement sur l'eau. Ils continuent d'avancer tant que le bateau ne coule pas. Une forte pluie se met soudain à tomber. Les gouttes de pluie frappent leur visage et anéantissent leurs maigres espoirs. Ils n'ont pas d'autre choix que d'abandonner le défi, même si leur tentative se solde par un échec. Ils ont passé un agréable moment pendant la fabrication. Quel type de matériau est donc adapté pour construire un petit bateau? Plusieurs amis organisent une partie de cache-cache avec du ruban adhésif. Tous ceux qui échappent à la découverte gagnent 10 000 $ américains. Les concurrents disposent de 30 minutes pour se cacher. Jacques se rend d'abord dans la salle de bain. Il décide de construire un piège sous le lavabo, afin de retarder la progression du chasseur. Il aménage aussi un second piège dans la baignoire. Plus tard, Jacques fixe un mannequin au plafond grâce au ruban adhésif. Il met ses propres chaussettes sur les pieds du mannequin. Il est convaincu que le chasseur tombera dans le piège. Une fois l'ensemble des préparatifs terminés, Jacques trouve une table dans la pièce. Il se colle sous la table avec du ruban adhésif, puis recouvre l'ensemble d'une nappe. Son dispositif de camouflage est parfait. David utilise du ruban adhésif dans tous les coins de la maison pour coller des phrases provocatrices sur les parois. Il pense que ces inscriptions énerveront forcément le chasseur. Ensuite, David sort à l'extérieur de la bâtisse. Il choisit de se coller contre un mur avec du ruban. Avec l'aide de Jenny, David finit très vite son installation. Personne ne sait combien de temps il tiendra face au froid extérieur. Jenny a l'idée de s'envelopper entièrement de ruban adhésif pour suivre discrètement le chasseur durant toute la chasse. Le temps imparti pour se cacher s'écoule. Le chasseur débute sa recherche aussitôt. Il n'a que 15 minutes pour trouver les cachets. Dès son entrée, il voit les écritures laissées par David. Il ne s'y attarde pas pour autant et se concentre pleinement sur sa mission de recherche. Pendant sa progression dans la maison, le chasseur est soumis à plusieurs handicaps. Chaque contrainte lui dure 5 minutes. Son premier handicap est constitué de gants et chaussures de 10 kg. Ces accessoires l'aident à désactiver les pièges posés par David. Le chasseur fouille chaque recoin avec attention, sans remarquer Jenny qui marche juste derrière lui. Le handicap suivant est un long bâton, qui l'oblige à avancer de côté en permanence. Il découvre rapidement les différents pièges installés par Jacques. Après avoir visité l'ensemble des pièces, le chasseur n'a encore trouvé aucun joueur. Jenny continue de rester invisible dans son dos. Vient alors le troisième handicap de la partie. Cette fois, il doit porter un casque pesant 10 kg. Le chasseur se dirige ensuite vers le sous-sol. C'est exactement l'emplacement où Jacques s'est réfugié. Au moment où Jacques commence à s'inquiéter, Jenny glisse soudainement sous la table pour le rejoindre. Paniqué, Jacques change aussitôt de cachette. Pendant ce temps, le chasseur découvre le piège du mannequin suspendu et perçoit immédiatement la supercherie de Jacques. Dehors, David ne supporte plus les basses températures. Il contacte Jacques par talkie-walkie. Il demande à Jacques de lui apporter une casquette et des gants. Jacques accepte sa requête par pitié pour lui. Il récupère les vêtements demandés, puis les passe à David à l'aide d'un bâton long. Alors que Jacques veut retourner se cacher, le chasseur remarque l'anormalité autour de la table. Il procède aussitôt à une fouille minutieuse. Oh
Jacques est donc éliminé du jeu de cache-cache. Peu de temps après cet événement, le chasseur passe devant un grand miroir. Il aperçoit Jenny grâce au reflet de la glace. Mais la durée de la recherche s'arrête à ce moment précis. David, resté caché dehors, remporte la victoire finale de cette partie. Où vous cacheriez-vous si vous participiez? La cellule en chocolat ou celle en glace à la crème, laquelle est la plus solide? Celui qui s'échappe des 5 cellules en premier remporte 10 000 € de récompense. On peut choisir librement tous les outils à utiliser. La première cellule est faite de chamallows et de neige. David remarque que le mur de chamallows fond au contact de l'eau. Il jette alors des ballons d'eau sur la paroi. Puis il verse un seau d'eau. Il parvient facilement à ouvrir la cellule de chamallow. George goûte la neige propre. Il constate qu'elle est également très tendre. Il enfonce un pistolet à eau dans la neige. Il réussit lui aussi à passer la première étape. Le second mur est constitué de galettes de riz et de glace à la crème. Les galettes de riz collantes sont très épaisses, mais leur couche extérieure se détache sans difficulté. La glace à la crème de George est quant à elle extrêmement dure. Il ne souhaite pas gaspiller ses gourmandises. David dessine un cercle au milieu des galettes de riz avec une machette. Sans structure centrale, le mur perd tout son soutien. David arrache vigoureusement les galettes sur les côtés. Il travaille à une vitesse fulgurante. George se met alors à s'inquiéter à ses côtés. Il brandit une hache et frappe le mur de glace à la crème. Après tout, la récompense vaut mieux que la bonne glace. Grâce à ses efforts persistants, il finit par creuser une brèche dans le mur. David est déjà entré dans la 3e cellule. George le suit de très près. La 3e étape propose une cellule en chocolat et une cellule en café glacé. Le chocolat possède une densité très élevée. Les coups de marteau ne l'endommagent quasiment pas. David doit changer d'outil pour continuer à frapper. Le café glacé de George est lui aussi très dur. Il utilise une râpe pour tailler la glace. La glace pilée qui tombe semble mangeable. David utilise un fer à repas assez chaud. Le chocolat fond naturellement sous l'effet de la chaleur. Cette méthode est pratique et peu fatigante. Mais George coupe l'alimentation électrique du fer à repasser. Il doit alors creuser le chocolat avec une pelle métallique en forme de parapluie. Malheureusement, l'outil se casse après seulement quelques coups. Il finit par reprendre un marteau pour continuer son travail. Le café glacé de George n'avait pas complètement gelé. Dès qu'une ouverture est créée, le liquide se met à couler. Il saisit cette opportunité pour essayer de devancer David. George creuse rapidement un trou et passe le premier à l'étape suivante. Le mur de chocolat de David est également percé. Il utilise une grande hache pour détruire la moitié du mur. Puis il traverse l'ouverture. La 4e étape regroupe une cellule de bonbons et une cellule d'éponge gelée. Le mur de bonbons est extrêmement dur. David ne peut que casser les bonbons un à un avec un ciseau. Cependant, cette méthode est extrêmement lente. Il prend ensuite une pioche pour continuer à frapper. Les éponges de George ont absorbé l'eau puis ont gelé. Leur dureté est comparable à celle du béton. Il ne parvient jamais à trouver de point de passage. David a déjà creusé un petit trou dans le mur de bonbons. Il utilise un gros marteau pour élargir l'ouverture. George se prépare lui aussi à frapper le mur avec un gros marteau, mais il ne parvient pas à rattraper David. Au moment où David s'apprête à s'enfuir, George lui saisit la cuisse et ne le lâche plus. David lui explique qu'il a encore une chance. George reprend son marteau pour continuer de frapper le mur. Lorsque la brèche devient suffisamment large, il utilise sa pioche pour soulever l'ensemble du mur. La 5e étape est une cellule de bonbons arc-en-ciel et une cellule de glace noire. Une épaisse couche de glaçage maintient l'ensemble très serré. David arrache un gros bonbon, mais retirer les bonbons un par un fait perdre beaucoup de temps. Il préfère donc utiliser un marteau. Beaucoup de glaçage superficiel se détache sous les coups. Quand George frappe la glace avec une batte de baseball, cela n'a quasiment aucun effet. Au contraire, les vibrations lui engourdissent les mains. Il prend un marteau en bois pour continuer. Un seul coup du gros marteau de David traverse le mur de bonbons arc-en-ciel. Après plusieurs coups puissants, le trou devient de plus en plus grand. Au moment où il s'apprête à sortir, George lui saisit à nouveau la cuisse. Cette fois, David ne lui laisse aucune chance. Il s'échappe le premier. George doit retourner frapper le mur de glace. Finalement, les deux collaborent pour ouvrir la cellule de glace noire. La compétition est certes importante, mais l'amitié n'a pas de prix. Ils décident donc de partager la récompense à parts égales. No.